Ce cours de sciences et techniques sanitaires et sociales s'inscrit dans le pôle 2 du programme « Quelle protection sociale pour garantir les individus contre les risques sociaux ?» Le titre de ce chapitre « Quelle est l'origine du système de protection sociale français ?» Donc plusieurs objectifs ici. Tout d'abord, présenter l'évolution du système de protection sociale français, identifier l'importance des modèles de référence dans la construction du modèle français, présenter les principes de solidarité et de responsabilité, montrer que la protection sociale participe à la cohésion sociale, différencier les techniques d'assistance et d'assurance, caractériser les notions de protection individuelle et collective, illustrer le caractère complémentaire, subsidiaire ou supplémentaire des différentes composantes du système de protection sociale. Et enfin, présenter la sécurité sociale et situer sa place dans ce système. Tout d'abord, en introduction, le système de protection sociale français a été mis en œuvre pour maintenir la cohésion sociale du pays dans un contexte historique particulier. Il repose sur les techniques d'assistance et d'assurance qui permettent de protéger individuellement ou collectivement contre les risques sociaux. Cette protection est possible grâce à une organisation qui s'est grandement complexifiée après la création du régime général de la sécurité sociale. Grand 1. Quelle histoire pour ce système ? Tout d'abord, un petit schéma qui nous permet de nous resituer. C'est un petit rappel historique du système de protection sociale français qui s'inscrit dans l'ouverture et l'agrandissement de droits. Alors, les libertés et les droits des individus sont reconnus dans différents textes, comme on vient de l'évoquer. Bien évidemment, la Constitution. On a aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 qui a été repris par celle de 1958, la Charte de l'environnement qui elle est beaucoup plus récente puisque elle a été intégrée dans le préambule de la Constitution en 2005, et ces principes fondamentaux auxquels renvoient ces textes sont la base de la démocratie. Alors tout d'abord, ici, c'est une première étape, ce sont les droits inhérents à la personne humaine. Donc là, comme on vient de l'énoncer, ces droits sont inscrits, établis par la déclaration de 1789 comme l'égalité, la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. D'autres droits, qui sont eux la conséquence des droits inhérents à la personne humaine que l'on vient de développer, ces droits découlent du principe d'égalité, comme le suffrage universel, l'égalité des sexes, mais aussi l'égalité devant la loi, l'emploi, la justice, l'accès à la culture. Les droits sociaux, c'est-à-dire les prestations les prestations à la charge de la collectivité, ce sont ce qu'on appelle les droits de troisième génération. Alors on a par exemple le droit à l'emploi, à la protection de la santé, à la gratuité de l'enseignement public, etc. Donc là, on voit ici d'ailleurs, quand on évoque la protection de la santé, ça sous-entend notamment l'assurance maladie. Nous avons ensuite les droits dits de troisième génération. Ce sont ceux qui sont énoncés dans la Charte de l'environnement, par exemple, qui affirment le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. On a ici sous-entendu l'idée de développement durable et du principe de précaution qu'on avait évoqué dans le chapitre qui parlait des risques et des crises sanitaires. Voilà. Donc l'ensemble de ces droits qui s'inscrivent dans l'histoire permettent aux citoyens d'être libres et de pouvoir bénéficier de droits qui peuvent être plus ou moins complexes. Alors, avant le 19e siècle, pour resituer les choses, il n'y avait pas d'organisation de système de protection sociale. Tout reposait uniquement sur la famille, l'Église, le milieu associatif. Ainsi, par exemple, ce qu'on appelait les indigents, c'est-à-dire les pauvres, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de sans domicile fixe, sont uniquement pris en charge par l'ecclésiaste et bien évidemment la charité des individus. C'est le développement de l'activité économique, dont la base est la révolution industrielle du XIXe siècle. À cette époque, la classe des travailleurs ne pouvait compter que sur son salaire pour assurer ses conditions de vie. Il n'y avait bien évidemment à l'époque pas de prestations, comme on peut les connaître aujourd'hui, pas d'allocation familiale par exemple. Ce mouvement d'industrialisation
a amené une part de plus en plus importante de la population à migrer vers les zones urbaines, là où se trouvait le travail. Donc on est passé du rural vers l'urbain pour une grande partie de la population. Ces individus se sont alors trouvés privés des différentes formes de soutien qu'ils connaissaient jusqu'alors, c'est-à-dire la famille, l'aspect aussi religieux, et puis l'associatif, bien évidemment, même si les associations de loi 1901 n'existaient pas encore. Mais nous avions déjà des individus, par exemple des ouvriers d'un même cadre de métier, qui décidaient de se regrouper pour se protéger lorsque l'un d'entre eux se retrouvait en difficulté. À cette époque, le rapport de force était avant tout au bénéfice des détenteurs des outils de travail. Donc les outils de travail, les détenteurs des outils de travail sont à l'époque les industriels. Et ça ne permettait pas à ces groupes de s'organiser pour se protéger contre les conséquences des risques qui peuvent être liés par exemple au vieillissement, à la maladie, aux accidents de travail et au chômage. Il va falloir attendre la fin du XIXe siècle et le début du XXe pour qu'un système d'assistance sociale voit le jour. Celui-ci était très inefficace car il reposait sur des cotisations volontaires des salariés et n'était mobilisé que pour des personnes tombées dans la misère à cause de la vieillesse, de la maladie, d'un accident du travail ou du chômage. Donc là, il y avait de fortes inégalités d'ouverture de droits, puisque seuls ceux qui cotisaient pouvaient prétendre à ce type de prestations. Il ne s'agissait pas à l'époque d'un revenu de remplacement suffisant pour permettre aux personnes victimes de vivre dans des conditions décentes. Donc là, on avait des personnes qui étaient vraiment dans des situations de pauvreté à partir du moment où elles ne pouvaient plus travailler et bien évidemment lorsqu'elles ne pouvaient pas bénéficier du soutien de la famille. Une loi promulguée en 1898 marque un tournant, car elle établit la responsabilité de l'employeur en cas d'accident de travail. Donc 1898, 19e siècle. Ça montre aussi que là, on est en train d'enclencher la reconnaissance d'un risque social qui est ici l'accident du travail, avec une prise en charge par l'employeur puisque c'est lui qui est responsable de l'accident. Concernant la retraite, une loi promulguée en 1910 permet d'ouvrir les premiers droits à la retraite, mais à cette époque, elle a très peu d'impact, elle ne va pas se développer. Après la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir la mise en œuvre d'un système de protection sociale qui va reposer principalement sur la création de la sécurité sociale. Cette sécurité sociale a pour chef d'orchestre Pierre Laroque, qui va être nommé directeur général de la sécurité sociale en 1944. Il va jouer un rôle important dans la rédaction des différentes ordonnances qui vont permettre la naissance de notre sécurité sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce développement du système est notamment lié au renversement des forces. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que c'était les industriels qui étaient détenteurs des forces à l'époque. Et là, c'est en fait les ouvriers qui vont pouvoir reprendre le flambeau grâce aux 30 Glorieuses, puisque les 30 Glorieuses ont permis le développement économique et aussi le développement de l'État-providence. En effet, nous sommes dans une période de plein emploi qui va permettre aux syndicats de prendre leur ampleur. Ceux-ci défendent les droits sociaux et favorisent donc les progrès sociaux. C'est aussi à l'époque qu'on a un gouvernement qui est ouvert notamment à des groupes qui ont une orientation clairement pro-protection sociale, notamment les communistes. Cela va se traduire par, premièrement, la généralisation du modèle du contrat de travail à temps plein à durée indéterminée, ce qu'on appelle le CDI, la réduction du temps de travail, l'allongement des congés payés, etc. Donc des nouveaux droits qui s'ouvrent de plus en plus pour les salariés. La sécurité sociale et les différentes branches qui la composent s'inscrivent dans cette mouvance. Ce système doit fonctionner en respect de la loi sur la négociation entre les représentants des partenaires sociaux. Alors c'est quoi les partenaires sociaux? Les représentants des partenaires sociaux, cela va être en fait les représentants syndicaux à la fois des salariés mais aussi des employeurs.
c'est eux qui vont siéger dans les instances de décision de la sécurité sociale et qui doivent normalement contribuer aux grandes orientations, aux grandes décisions qui seront prises en termes de fonctionnement et de gestion administrative et financière. Avec la crise économique et la montée du chômage, le rapport de force s'inverse à nouveau. Le développement des emplois précaires, reposant sur des contrats de travail moins protecteurs, illustre cette situation, notamment l'intérim, les CDD, etc., etc. Parallèlement, le système de protection sociale basé principalement sur la sécurité sociale doit s'adapter pour permettre aux personnes qui sont non affiliées à un régime et en situation de précarité d'être protégées contre certains risques sociaux. En effet, à l'époque, quand la sécurité sociale a été créée, elle aurait dû s'adresser à l'ensemble des travailleurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine professionnelle. Mais en fait, la sécurité sociale s'est limitée, même si c'est la majorité des salariés de France, elle s'est limitée en fait aux salariés de l'industrie et du commerce. Et à côté, on a continué à voir exister ce qu'on appelle des régimes spéciaux. On peut prendre par exemple comme exemple de régime spécial celui des cheminots. Donc, comme on l'évoquait, voilà, donc des personnes qui ne sont pas affiliées à un régime, notamment le régime de la sécurité sociale ou n'importe quel régime spécial, se retrouvent en difficulté. Donc, il a fallu réfléchir à la mise en place d'autres systèmes pour protéger contre d'autres risques sociaux. Grand 2. Sur quel modèle, principe et technique repose le système de protection sociale? Donc, tout d'abord, une vidéo que nous allons regarder qui va nous permettre de bien comprendre comment fonctionne ce système de protection sociale. Différents documents sont à disposition que vous pouvez consulter ici sur le blog Le Feed d'Ariane. Et deux questions nous intéressent. Première question, expliquer quelles techniques et quels principes régissent le système de protection sociale français. Deuxièmement, justifier pourquoi le système de protection sociale français repose sur les modèles bismarckiens et beveridgiens. Donc les documents, nous n'allons pas les regarder, nous allons simplement visualiser cette vidéo qui va nous permettre après de réfléchir à ces questions. La protection sociale en France. La protection sociale correspond à l'ensemble des mécanismes qui permettent aux individus de faire face à des situations comme la maladie, les accidents du travail, la maternité, la vieillesse ou le chômage, susceptibles de provoquer une baisse de leurs ressources ou une hausse de leurs dépenses. On parle de risques sociaux. Il existe deux types de mécanismes. Les prestations de services sociaux qui désignent l'accès à des services à prix réduit, voire gratuitement, comme la prise en charge dans les hôpitaux publics, et les prestations sociales que les organismes de protection sociale versent directement aux individus. Ces prestations sociales reposent sur trois logiques. Une logique d'assurance, comme les allocations chômage ou les indemnités journalières de maladie. Les salariés cotisent en étant prélevés sur leur salaire tous les mois. Ainsi, en cas de chômage ou de maladie, ils peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement. Une logique d'assistance, dont l'objectif est de lutter contre la pauvreté, comme le revenu de solidarité active, RSA. Il n'est pas nécessaire de cotiser pour en bénéficier. Cependant, elles sont versées sous conditions de ressources. Une logique de protection universelle, comme les allocations familiales. Elles sont versées sans condition de cotisation préalable ou de ressources et sont les mêmes pour tous. La protection sociale est assurée par plusieurs organismes. La sécurité sociale, elle fournit aux individus la couverture de base pour les risques maladie, accident du travail, maladie professionnelle, famille et vieillesse. Les organismes chargés des régimes dits complémentaires. Ils fournissent une couverture supplémentaire à ces risques, comme les mutuelles de santé et les régimes complémentaires de retraite. Et l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, UNEDIC,
qui gère l'assurance chômage. Les sources de financement de la protection sociale proviennent essentiellement des cotisations sociales, ce sont des prélèvements effectués sur les salaires, dont une partie est payée par l'employeur et l'autre par le salarié. Afin de ne pas faire reposer le financement de la protection sociale uniquement sur les cotisations sociales, des impôts comme la CSG, contribution sociale généralisée, ont été créés. Celles-ci concernent non seulement les salaires, mais aussi d'autres types de revenus, comme les pensions de retraite, les allocations chômage, le RSA ou encore les placements financiers. Enfin, des contributions publiques de l'État financent des dépenses de solidarité, comme le RSA. Cependant, l'équilibre financier de la protection sociale est très fragile, et sa pérennité constitue un enjeu crucial pour notre société. Voilà, donc cette vidéo nous permet vraiment d'avoir une vision intéressante de ce que c'est que la protection sociale. Rien qu'avec elle, c'est une base, c'est la base élémentaire qui vous permettra, si jamais vous avez à travailler dessus, de bien comprendre et de pouvoir expliciter au mieux en quoi elle consiste. Alors concernant cette première question, qui était expliquer quelles techniques et quels principes régissent le système de protection sociale français. Alors, premièrement, concernant les techniques, il y en a deux. La première, c'est l'assurance. Cette technique permet aux personnes qui contribuent par le biais de cotisations de bénéficier de prestations offertes par le système de protection sociale. Donc on l'a vu, les cotisations, qui sont notamment salariales et patronales, c'est-à-dire une partie des revenus du salaire est prélevée pour permettre de financer le système. Ainsi, ces personnes qui ont cotisé sont assurées contre les risques sociaux dont elles sont victimes. Ça, les risques sociaux, on les a vus, la maladie, la vieillesse, la maternité, le chômage, etc. Donc bien ça, les risques sociaux entraînent une augmentation des dépenses et ou une baisse des revenus. Et ici, donc les cotisations vont permettre de compenser par le biais de prestations cette baisse des revenus. Cette technique se retrouve par exemple dans le système qui couvre le risque santé. Comme ça, on va s'intéresser à un point particulier. Donc, premièrement, les assurés qui cotisent au régime de base de l'assurance maladie et bénéficient de prestations comme le remboursement total ou partiel des soins, des examens, etc. Les cotisations sont ici à la fois salariales et patronales. Deuxième point, une complémentaire santé, choisie librement ou non par le salarié, qui permet de compléter les prestations versées par l'assurance maladie. Donc ça, c'était la première technique, où là, on est bien sur de l'assurance, c'est-à-dire qu'on est obligé de cotiser, de verser une somme pour pouvoir bénéficier des prestations. Deuxième technique, en dehors de l'assurance, c'est cette fois l'assistance. Alors cette technique s'est développée au profit des personnes non assurées par le régime général ou tout autre régime comme celui de l'agriculture ou des indépendants, par exemple. L'ouverture de droits est donc liée à la non-affiliation à un régime. C'est-à-dire que ces personnes, pour qu'elles puissent ouvrir droit à l'assistance, c'est qu'elles ne peuvent pas ouvrir d'autres droits à un autre régime. Mais aussi aux revenus perçus. C'est-à-dire qu'on est sous condition de revenus. Ce sont des prestations qui sont versées de toute façon à des personnes dont les revenus sont faibles. Voilà, donc deux techniques, assurance et assistance pour notre système. Alors deux remarques plutôt. L'assurance peut reposer sur la protection collective, c'est-à-dire un groupe d'individus qui s'assurent pour se protéger contre les conséquences d'un risque, comme les assurances retraite et maladie de la sécurité sociale. Donc là ici, quand en fait les individus cotisent au régime général de l'assurance maladie et cotisent au régime général pour les retraites, eh bien, elles ne le font pas pour elles-mêmes, elles le font aussi pour les autres. C'est-à-dire que ceux qui en bénéficient, ce sont ceux qui sont actuellement malades ou actuellement à la retraite. Autre remarque, c'est aussi, ça peut être aussi individuel, comme les complémentaires santé. Donc là, on n'est pas dans une protection collective, mais vraiment une protection individuelle. Une complémentaire santé, chaque individu peut ou non s'assurer. C'est de sa responsabilité.
Autre remarque, l'assistance, elle, par contre, est toujours collective, car c'est la société qui cherche à protéger les plus démunis par le biais de prestations comme le RSA ou la CMU. Voilà, donc là où maintenant la CMU de base d'ailleurs s'appelle Puma, mais il existe toujours la CMU complémentaire. Ce qui est important ici, c'est de se dire que l'assistance, on est vraiment dans le collectif. Alors, ici, il y a deux principes qui régissent notre système de protection sociale. Le premier principe, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'un groupe d'individus mutualise des moyens pour se protéger contre les conséquences d'un risque. Là, c'est vraiment le groupe, la société par exemple, qui travaille solidairement pour permettre aux personnes d'être protégées contre les risques. Alors, ainsi, les individus actuellement en activité cotisent au régime général de la sécurité sociale, branche vieillesse, afin de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite lorsqu'ils auront cotisé le nombre de trimestres suffisant et qu'ils auront atteint l'âge légal. Cependant, cet argent, comme on vient de le dire, n'est pas épargné, mais reversé aux assurés actuellement pensionnés. On parle de retraite par répartition. Autre élément, l'État prélève des impôts auprès des individus qui forment la société au bénéfice des plus précaires. Le RSA est ainsi une protection sociale solidaire. La responsabilité, certains risques ne sont que partiellement couverts. Il est donc de la responsabilité de l'individu de se protéger. Et là, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les complémentaires santé, par exemple, qui illustrent ce principe. Je suis responsable de m'assurer pour compléter le régime de base. Alors, même s'il y a eu des évolutions, puisqu'aujourd'hui, les employeurs ont l'obligation de proposer des complémentaires santé aux salariés. Deuxième question, qui était de justifier pourquoi le système de protection sociale français repose sur les modèles bismarckien et beveridgien. Donc ça, nous ne l'avons pas vu dans la vidéo. Il s'agit ici de regarder les documents qui sont en annexe. Alors, la France s'inspire de deux modèles. Premièrement, du modèle bismarckien, qui est le modèle allemand. Et ça, c'est ce qui illustre le mieux, c'est la mise en place de la sécurité sociale qui assure les salariés et donc les personnes qui contribuent financièrement au système. C'était le principe allemand, le principe bismarckien, où là, seuls les salariés étaient couverts. Ainsi, les individus qui ne cotisent pas ne sont pas protégés. Quand on a créé la sécurité sociale en France, après la Deuxième Guerre mondiale, on était en période de plein emploi. Donc, toutes les personnes, finalement, avaient un emploi et donc cotisaient et donc étaient protégées. Bien évidemment, face à l'accroissement de la précarisation aujourd'hui, et donc à un nombre de plus en plus important de personnes qui sont exclues du système de protection sociale classique, les pouvoirs publics s'inspirent de plus en plus d'un autre modèle, qui est celui britannique, qu'on appelle le modèle beveridgien. Lui, ce modèle est plus universaliste, c'est-à-dire qu'il ne couvre pas simplement que les personnes qui cotisent. Il permet aux individus de bénéficier de la solidarité qu'on appelle nationale, qui permettent l'accès par exemple à un revenu minimum, comme le RSA, ou aux soins, comme Puma et la CMU complémentaire. Donc là, on revoit la technique d'assurance. Donc là, ça refait un petit point. Contre contribution par le biais de cotisation, l'assuré et ses ayants droit bénéficient de prestations. Un ayant droit, c'est quelqu'un qui n'est pas assuré directement parce qu'il ne cotise pas, mais qui bénéficie parce que l'un des membres de la famille cotise. C'est l'exemple des parents et des enfants, du mari ou des enfants. La protection peut être collective, comme l'assurance maladie, ou individuelle, comme une complémentaire santé. La technique d'assistance, comme on l'a dit, au profit d'individus non affiliés à un régime ou non assurés et sous conditions de ressources. Elle s'adresse aux plus démunis, comme le RSA, Puma, CMU complémentaire, etc. Le principe de solidarité, c'est-à-dire mutualiser les moyens pour se protéger contre les conséquences d'un risque, comme retraite par répartition, financée par des cotisations salariales et patronales, reversées aux personnes actuellement à la retraite, ou le RSA, qui lui est financé grâce aux impôts. Donc là, on est sur la solidarité nationale. Le principe de responsabilité, c'est la responsabilité de l'individu de se protéger contre certains risques sociaux, et on prenait l'exemple de la complémentaire santé. Voilà, nous arrivons au grand 3,
Pourquoi la protection sociale favorise-t-elle la cohésion sociale? Donc là, ici, à nouveau une vidéo. Et là, à partir de cette vidéo, il va s'agir d'expliquer pourquoi le système de protection sociale favorise la cohésion sociale du pays. À 60 ans, le travail, c'est plus forcément la santé. Je ne suis jamais malade, moi, j'ai pas les moyens. Les enfants, non merci. Ça coûte trop cher et je pourrais plus travailler. Des médicaments, il faut un prix pour les étudiants. Un toit sur la tête, ça serait pas du luxe. Aujourd'hui, on ne peut plus admettre d'être livré à soi-même face aux risques de la vie. Pouvoir prendre sa retraite à temps. Disposer d'aides financières face aux charges familiales. De l'assurance chômage quand on est privé de travail. Des minima sociaux quand on n'a plus d'assurance chômage. Et de soins quand on ne va pas bien. C'est ça, la protection sociale. Elle désigne en fait l'ensemble des dispositifs qui permettent à chacun de faire face aux risques majeurs de l'existence et à leurs conséquences financières. Ces dispositifs sont basés sur la solidarité entre salariés et retraités, entre malades et bien portants, entre avec et sans emploi, entre avec ou sans charge de famille. Bref, à un moment donné, entre ceux qui sont exposés à ces risques et ceux qui n'y sont pas, ou pas encore exposés. C'est ainsi que tout au long de notre vie, nous sommes protégés, et nous sommes tous les acteurs de cette solidarité. Après tout, c'est normal, naturel. C'est une question de dignité humaine, de droit. C'est même dans la Constitution. Non, ce n'est ni normal ni naturel. Il a fallu lutter pour obtenir ses droits et ses moyens d'être protégés. Lutter et résister. Car c'est de la résistance que nous vient le pôle dominant de notre système de protection sociale. Nous sommes presque sortis de la Seconde Guerre mondiale, en France, dans un pays ruiné par 4 années d'occupation. Et c'est pourtant de ces ruines que surgira la sécurité sociale. Qu'est-ce qui change exactement? Le programme du Conseil national de la résistance propose alors un plan complet visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail. Il prévoit également une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. Ah ben c'est pas trop tôt. C'est ça le grand changement. Un système de couverture sociale qui va s'étendre à l'ensemble de la population, basé sur une vraie solidarité collective et géré avec la participation des salariés. Mais depuis quelques décennies, machine arrière. Alors évidemment, une question s'impose. Pourquoi aujourd'hui, alors que la France est bien plus riche qu'elle ne l'était au sortir de la Seconde Guerre mondiale, n'est-elle plus capable d'assurer un même niveau de protection sociale, voire de l'améliorer? Mais parce que c'est la La crise est plus souvent un alibi qu'une cause. Hier comme aujourd'hui, les voix des détenteurs des pouvoirs économiques et financiers n'ont jamais manqué pour décrier les avancées sociales, agiter les menaces qu'elles représenteraient sur notre économie, et surtout sur leurs profits. Pourtant, ce qui a été dénoncé hier comme impossible, irresponsable et dangereux, a non seulement pu être mis en place par un rapport de force,
mais à constituer une source de richesse pour l'ensemble de la société. Car si la protection sociale est le meilleur rempart à la peur des lendemains, elle est aussi un moyen de réduire les inégalités et de garantir la cohésion sociale. Chacun contribue selon ses moyens et reçoit suivant ses besoins. Et comme elle assure le maintien du pouvoir d'achat de chacun face aux aléas de la vie, elle participe également à la croissance économique. Au final, la protection sociale est donc tout autant nécessaire à la bonne santé de l'individu qu'à celle du pays. Alors pourquoi ces discours qui assimilent les cotisations sociales à un coût ou à une charge pour les entreprises? En fait, les cotisations sociales ne pèsent pas tant sur la compétitivité des entreprises que sur le niveau de leurs profits, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. N'oublions pas que l'ensemble des cotisations consacrées à la sécurité sociale est le fruit du travail. Ah bon, et les charges patronales alors? Qu'elles soient patronales ou salariales, toutes les cotisations sociales désignent ce qu'on appelle le salaire socialisé, c'est-à-dire la part de notre rémunération qui est mise au pot commun pour que n'importe lequel d'entre nous puisse être protégé. Le problème aujourd'hui, c'est la baisse de cette contribution. En cause le chômage qui fait diminuer le nombre des cotisants, les bas salaires et les exonérations de cotisations patronales. Pour compenser cette baisse des recettes, les impôts sur les ménages prennent le relais et payent à la place des entreprises. Faute de quoi, les prestations sociales disparaissent. Dans l'un ou l'autre cas, le pouvoir d'achat des ménages diminue. Et là, pour eux, c'est vraiment la crise. Notre protection sociale et son financement doivent donc continuer à être liés au travail. C'est le travail qui est créateur de richesses. Et la protection sociale fait partie de ces richesses. C'est pourquoi son financement et son amélioration ne peuvent faire l'économie d'une politique de lutte contre le chômage et d'amélioration des salaires. Ah, on peut pas, c'est la crise. Non seulement on peut, mais face à cette crise, la protection sociale fait partie des solutions. L'améliorer, c'est redonner de la dignité humaine, mais c'est aussi faire avancer d'un même pas le progrès économique et social. C'est un choix de société, une question de rapport de force pour une meilleure répartition des richesses. La protection sociale, c'est notre argent. C'est un investissement pour notre avenir. Et notre avenir, c'est à nous d'en décider. Donc ici, la question était expliquer pourquoi le système de protection sociale favorise la cohésion sociale du pays. Alors, tout d'abord, un individu victime d'un risque subit une baisse, une diminution des revenus ou une augmentation des dépenses. Donc ça, c'est la définition d'ailleurs de risque social.